Aujourd'hui, on va traiter un autre axe hypothalamo-hypophysaire. Il s'agit de l'axe thyroïdien, tout simplement la fonction thyroïdienne. Alors, avant de commencer ça, donc on va faire un petit rappel anatomique et histologique sur la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande endocrine qui est située dans la région cervicale médiane basse. Cette glande-là, elle est formée de 2 lobes et sont reliées par un isthme. Elle pèse entre 15 et 30 grammes et elle est organisée en follicules. Sachant que les follicules sont formés par un épithélium simple de cellules folliculaires qu'on nomme les thériocytes. Et cet épithélium simple, il délimite une cavité qu'on appelle l'espace folliculaire contenant la substance colloïde, dont le principal constituant est la thyroglobuline. La thyroglobuline, elle est le support macromoléculaire de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Donc retenez bien que la thyroïde est organisée en follicules. Et ces follicules-là sont composés de cellules qu'on appelle les thériocytes, ou bien les cellules folliculaires, qui délimitent une cavité centrale qui est rempli d'une substance colloïde et qu'on nomme espace folliculaire. Et dans cet espace folliculaire, dans la colloïde, on trouve le principal constituant qui est la thyroglobuline. La thyroglobuline constitue le support macromoléculaire pour la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. C'est ce qu'on va voir au cours de ce cours. Les thériocytes qui sont responsables de la synthèse des hormones thyroïdiennes représentent jusqu'à 99% des cellules de la glande, sachant que le 1% restant est occupé par les cellules C claires qui, elles, synthétisent la calcitonine. Ça, sur le plan anatomique et histologique, qui est récapitulé sur cette diapo-là. Vous voyez la thyroïde avec ses 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, qui sont séparés par l'isthme. Maintenant, sur le plan histologique, vous avez cette organisation en follicule. Ça, c'est le follicule qui est formé d'un simple épithélium de cellules folliculaires qu'on appelle les thériocytes, qui sont les cellules majoritaires qui représentent 99% des cellules de la thyroïde. Cet épithélium-là, il délimite une zone centrale qu'on appelle l'espace folliculaire, rempli d'une substance colloïde. Là où se trouve le principal constituant, c'est la thyroglobuline. Donc, à côté de ces cellules thériocytes, on trouve des cellules C claires qui sont minoritaires, qui représentent uniquement 1% des cellules de la glande et qui, elles, synthétisent par contre de la calcitonine. Donc voilà pour le rappel histologique et anatomique sur la thyroïde. On passe maintenant à un chapitre très important qui est la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que cette biosynthèse est assurée bien entendu par les thériocytes, par les cellules folliculaires. Et pour assurer cette synthèse, ces cellules-là possèdent un équipement nécessaire à cette biosynthèse. Cet équipement est représenté par d'abord des transporteurs pour l'iode. Vous allez voir que l'iode est un élément essentiel pour la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Donc pour cela, la cellule thyroïdienne doit capter de l'iode et pour cela, elle est dotée de 2 transporteurs. Un transporteur au pôle basal de la cellule et un transporteur au pôle apical, vers la colloïde. Donc, au pôle basal, on trouve le transporteur NIS. Le NIS pour sodium iodure symport. D'accord, c'est un symporteur sodium iodure. Donc, il permet le transfert de l'iode circulant dans la cellule. D'accord. Au pôle apical, on trouve ce qu'on appelle la pendrine. La pendrine, elle permet le transfert de l'iode dans la colloïde à travers le pôle apical. Donc ça, c'est les 2 transporteurs. C'est un des composants que la cellule dont la cellule est dotée pour assurer la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. À côté de ces transporteurs,
La cellule thyroïdienne possède la capacité de synthétiser la thyroglobuline. La thyroglobuline, c'est une protéine spécifique à la thyroïde. Elle est stockée dans la colloïde, c'est-à-dire elle est synthétisée par la cellule thyroïdienne, mais ensuite elle est stockée dans l'espace folliculaire. Et cette thyroglobuline-là, elle contient les précurseurs des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est elle le support macromoléculaire de la biosynthèse, chose qu'on va détailler dans le chapitre biosynthèse. Voilà. Maintenant, nous sommes en train juste de citer l'équipement de la cellule. Ensuite, on va parler de la biosynthèse proprement dite. À côté donc des transporteurs de la thyroglobuline, la cellule thyroïdienne possède également un système enzymatique qui lui permet l'incorporation de l'iode dans la thyroglobuline. C'est le système thyroperoxydase. Alors, l'apport de l'iode constitue un élément essentiel au bon déroulement des différentes étapes de l'hormonosynthèse, sachant que l'iode est essentiellement d'origine exogène, c'est-à-dire apporté par notre alimentation, notamment les produits marins, le sel, donc c'est là où on trouve surtout de l'iode. Une faible proportion donc, de cet iode-là peut être d'origine endogène, et cela par la désiodation périphérique des iodothyrosines. Donc on va voir ça après. La biosynthèse des hormones thyroïdiennes comporte alors plusieurs étapes et chacune de ces étapes est stimulée par la TSH. Donc jusque-là, nous avons cité l'équipement de la cellule afin d'assurer une biosynthèse des hormones. Donc on a dit qu'il possède deux transporteurs, l'un au pôle apical, l'autre au pôle basal de la cellule afin donc de capter l'iode. Elle possède une protéine spécifique qui est la thyroglobuline, qui est le support macromoléculaire de la biosynthèse, comme il possède également un système enzymatique qui est responsable de l'incorporation donc de l'iode, de l'organification de l'iode et donc de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Maintenant, cette biosynthèse donc, comporte plusieurs étapes et chacune de ces étapes est stimulée par l'hormone hypophysaire, la TSH. La première de ces étapes, il s'agit bien de la captation des iodures. Donc, il faut d'abord capter l'iode qui est d'ailleurs capté activement, c'est-à-dire contre son gradient de concentration, et cela se forme d'ions iodures. Cette captation, bien entendu, se fait au pôle basolatéral, apporté par la circulation sanguine, grâce au symporteur sodium-iode, le NIS, dont le gradient de sodium est assuré par l'activité de la pompe Na+K+ ATPase. Donc le NIS est un transporteur actif secondaire, donc qui consomme de l'énergie, mais cette énergie-là, elle est livrée par la pompe Na+K+ ATPase, que vous connaissez tous maintenant. Donc c'est une pompe qui refoule le sodium contre l'incorporation de potassium. C'est un transport actif primaire. Une fois l'iode est capté par le pôle basal, elle sera ensuite oxydée et organifiée. Donc c'est la deuxième étape, l'oxydation et l'organification de l'iodure sous l'action de la thyroperoxydase, donc l'équipement enzymatique dont la cellule est dotée. L'iodure ainsi oxydée, il va donner l'iode organique et puis il sera fixé sur les acides aminés tyrosine de la thyroglobuline. Donc c'est la deuxième étape, oxydation et organification. Cette étape se déroule à l'interface pôle apical colloïde de la cellule folliculaire. Ces réactions se succèdent et aboutissent à la formation de monoiodotyrosine et diiodotyrosine. Donc, on capte de l'iode, on va l'incorporer sur la thyroglobuline et sachant que cette thyroglobuline il possède les précurseurs qui sont les acides aminés tyrosine. Donc si on incorpore une seule molécule d'iode sur la tyrosine, on va obtenir ce qu'on appelle le monoiodotyrosine MIT. Si on incorpore deux molécules d'iode sur la tyrosine, on va obtenir les diiodotyrosines, donc les DIT. Une fois maintenant on a formé des mythes et des dites, elles vont se condenser pour donner naissance à des thyronines ou bien tout simplement les hormones thyroïdiennes. Donc sachant que ces hormones thyroïdiennes sont de deux types, il y a la T4 et il y a la T3. La T4, elle est formée par le couplage de deux molécules de DIT, donc on a
diiodotyrosine. Donc au total, on a 4 atomes d'iode, c'est pour ça qu'on parle de T4. Et T3, c'est par couplage d'une molécule mite et d'une molécule dite. Donc 2 plus 1, c'est 3, donc c'est la T3. Ces réactions sont toujours catalysées par la thyroperoxydase. Ainsi, maintenant, les tyronines formées, elles restent toujours fixées sur la thyroglobuline. Donc, c'est l'étape de stockage. Donc, c'est la mise en réserve de ce qu'on a produit. Donc, c'est sous la forme liée à la thyroglobuline que les hormones thyroïdiennes sont stockées dans la substance colloïde qui constitue une réserve. Maintenant, quand l'organisme a besoin donc de ces hormones-là, on doit alors aller à la sécrétion donc de ces hormones. C'est la 5e étape de la biosynthèse. Quand les cellules thyroïdiennes sont stimulées, la thyroglobuline iodée doit être d'abord reprise à l'intérieur des cellules folliculaires, c'est-à-dire la cellule, sachant que la thyroglobuline elle est synthétisée par la cellule thyroïdienne, mais elle est stockée dans la colloïde. Donc la biosynthèse se fait au niveau de la colloïde, à l'interface cellule-colloïde. Donc le stockage se fait au sein de la colloïde. Maintenant, quand on a besoin des hormones qu'on a produites, on doit d'abord récupérer cette thyroglobuline qui sur elle, donc on trouve les hormones thyroïdiennes. Donc on récupère avec les hormones thyroïdiennes. Donc la cellule thyroïdienne récupère la thyroglobuline. Ensuite, une fois à l'intérieur de la cellule, cette thyroglobuline va subir l'action des enzymes lysosomales pour fournir les hormones thyroïdiennes donc, qui seront déversées dans la circulation sanguine. Maintenant, il y a les molécules de MIT et de DIT qui ne sont pas utilisées, alors ils vont subir une désiodase par la désiodase thyroïdienne, c'est-à-dire donc on va récupérer de l'iode et cet iode-là libéré, il sera réutilisé pour une nouvelle synthèse d'hormones et c'est ce qui présente l'origine endogène de l'iode. Voilà, cette diapo récapitule toutes les étapes de la biosynthèse. Donc, si on considère ici la cellule thyroïdienne, donc tout ce carré-là, donc ce rectangle, pardon, donc la cellule thyroïdienne avec deux pôles, un pôle apical vers la colloïde, donc ça c'est l'espace folliculaire, c'est la colloïde, et ça c'est le pôle basolatéral en contact avec le sang. Donc la première étape, il s'agit bien du captage de l'iode. Donc la captation d'iodure se fait au niveau du pôle basolatéral via le transporteur NIS. Donc c'est un simple porteur sodium-iodure. Donc il fait rentrer le sodium avec l'iode. Mais sachant que cette énergie qui est apportée à ce transporteur-là est assurée par la pompe NA+, K+, ATPase, qui est toujours bien sûr sur le pôle basolatéral, qui elle refoule le sodium contre une intégration du potassium. Le sodium refoulé s'accumule, alors il pourra intégrer la cellule, rejoindre la cellule par le transporteur NIS en faisant rentrer avec lui l'iodure. Donc ça c'est la première étape. Maintenant, l'iode, une fois qu'il traverse la membrane basolatérale, il va passer dans la membrane apicale, dans la colloïde en traversant la membrane apicale et via un transporteur spécifique qui est l'apondrine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est cette fameuse thyroglobuline. La thyroglobuline, on a dit que c'est une protéine spécifique à la thyroïde. Elle est synthétisée par la cellule thyroïdienne. Ensuite, elle est stockée dans la colloïde. Donc, il sera déversé dans la colloïde. Elle va porter les précurseurs des hormones thyroïdiennes qui sont les acides aminés tyrosine. Maintenant, la deuxième étape de la biosynthèse, il s'agit bien de l'oxydation de cette iodure qui sera transformée en iode organique et qui va se lier à cette tyrosine. Donc, c'est l'incorporation, c'est l'organification de l'iode, donc c'est la formation des molécules de MIT et des molécules de DIT. Donc, si une molécule de tyrosine comporte deux molécules d'iode, on obtient le DIT. Si la molécule de tyrosine contient une molécule d'iode, donc on va former des MIT. Ça,
c'est la deuxième étape. Troisième étape, il s'agit bien de la condensation, bien le couplage des mythes et des dites. Donc, si on couple une molécule mythe avec une molécule dite, on obtient une hormone T3. Si on couple deux molécules dites, on obtient l'hormone T4. Toutes ces hormones T3, T4, même les mythes et les dites, ils restent toujours incorporés, stockés au niveau de la thyroglobuline. C'est la forme de stockage. Ils restent sur la thyroglobuline. Maintenant, quand on a besoin des hormones thyroïdiennes, il y a une stimulation de la cellule thyroïdienne, donc on va mobiliser cette forme de stockage, de réserve. Donc, on doit récupérer d'abord la thyroglobuline avec en son sein des hormones thyroïdiennes et des molécules de mythe et de dite. Donc, la thyroglobuline est récupérée par la cellule. Elle sera attaquée par les lysozymes donc, de la cellule. On va libérer des molécules hormonales T3, T4, des mythes et des dites. Ces mythes et dites, donc, ils vont être désiodés et on récupère de l'iode. Ces molécules T3, T4 vont être sécrétées dans la circulation sanguine et on a fini par la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Voilà les étapes de la biosynthèse. Sachant que toutes ces étapes-là sont stimulées par l'hormone hypophysaire qui est la TSH. Maintenant, une fois libérées, ces hormones thyroïdiennes sont dans la circulation. Alors, comme ce sont des hormones lipophiles et sont hydrophobes, elles nécessitent un transporteur. Donc, pour être transporté, il y a deux molécules, il y a deux types de protéines de transport. Il y a des protéines non spécifiques qui sont l'albumine, mais il y a également des protéines spécifiques qu'on appelle la thyroxine binding globulin ou TBG, qui est la principale protéine de transport qui a une forte affinité pour la T4 mais une faible capacité de liaison. Donc ça c'est la thyroxine binding globulin. Mais il y a également la thyroxine binding préalbumine, la TBPA, c'est la transthyrétine qui a une grande capacité mais faible affinité. Sachant que la seule fraction biologiquement active, c'est bien la fraction libre. C'est-à-dire c'est la forme de l'hormone qui n'est pas liée. C'est la forme libre qui est active. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité de la T4 circulante provient de la production thyroïdienne. C'est-à-dire donc toute l'hormone T4 qu'on trouve dans la circulation, elle provient de la synthèse thyroïdienne. Mais la T3, qui est d'ailleurs l'hormone la plus active biologiquement que la T4, elle est synthétisée uniquement en petite quantité par la thyroïde. Et c'est la conversion périphérique de la T4 en T3 qui constitue la source principale de cette hormone-là. Et cette conversion se fait dans la circulation, mais également dans les tissus cibles. Donc retenez bien que la T4, elle provient dans sa totalité de la thyroïde. Mais la T3, elle provient juste en petite partie de la thyroïde, mais la majeure partie de cette hormone-là provient de la conversion périphérique de la T4 en T3. La dégradation de ces hormones thyroïdiennes se fait au niveau du foie et du rein par diverses voies, à savoir la conjugaison, la désamination, la décarboxylation, mais également la désiodation périphérique. Donc voilà pour le métabolisme, la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. On passe maintenant à un titre très important qui sont les actions des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones lipophiles, donc ils exercent leur action via des récepteurs nucléaires, donc ils traversent aisément les membranes cellulaires. Après leur fixation à le récepteur nucléaire, ces hormones agissent sur l'ensemble des tissus de l'organisme. Donc ce sont des hormones essentielles à la vie et en agissant, ils vont moduler l'activité transcriptionnelle de certains gènes cibles. Alors, ces actions donc, sont séparées en actions métaboliques, mais également il y a des actions qui sont spécifiques de certains organes, d'accord? Il y a des organes privilégiés, donc qui répondent très bien aux hormones thyroïdiennes. On va les citer.
Donc, commençons par les actions métaboliques. Les actions métaboliques, d'abord sur le métabolisme basal. Sur le métabolisme basal, les hormones thyroïdiennes augmentent ce métabolisme dans tous les tissus. D'ailleurs, elles accroissent la consommation d'oxygène et la production de la chaleur, la thermogenèse. Donc, si on a une hyperthyroïdie d'ailleurs, donc la personne présente une thermophobie. Donc, il a beaucoup de chaleur, donc il ne supporte pas la chaleur externe. Par contre, si au contraire il y a une hypothyroïdie, le patient va présenter ce qu'on appelle une frilosité, donc c'est la sensibilité au froid. Donc retenez bien que sur le métabolisme de base, les hormones thyroïdiennes sont des hormones qui accroissent la consommation d'oxygène, qui stimulent la production de la chaleur. Sur le métabolisme des glucides, ce sont des hormones hyperglycémiantes. Elles accélèrent l'absorption intestinale du glucose. Elle stimule la glycogénolyse. D'accord, donc il fait tout pour augmenter la concentration du glucose dans le sang. Sur le métabolisme des protéines, à concentration physiologique, ce sont des hormones anabolisantes. Donc c'est comme l'insuline, c'est comme la GH. Donc elle favorise la synthèse protéique en synergie d'ailleurs avec la GH. Mais attention, si on a des concentrations élevées, l'action devient catabolique, expliquant ainsi la fonte musculaire observée dans l'hyperthyroïdie. Donc, si on a des doses physiologiques, c'est l'anabolisme, c'est la production protéique. Mais par contre, si on a de fortes concentrations, c'est la destruction protéique, c'est le catabolisme protéique, donc c'est la fonte musculaire qui est observée en cas d'hyperthyroïdie. Sur le métabolisme lipidique, les hormones thyroïdiennes sont des hormones hypocholestérolémiantes. Donc, comment ils font? Elles augmentent l'élimination du cholestérol, elles augmentent la synthèse des récepteurs LDL et leur catabolisme. Donc d'ailleurs, puisque ce sont des hormones hypocholestérolémiantes, donc si un patient vient chez vous et vous présente une hypercholestérolémie, il faut directement penser d'abord à rechercher une hypothyroïdie chez ce patient-là. D'accord? Hypercholestérolémie incite toujours à faire une TSH, à faire le dosage des hormones thyroïdiennes pour détecter une hypothyroïdie chez le patient. Ça, ce sont les effets sur le métabolisme. Maintenant, sur les organes spécifiques, donc on parle d'effets spécifiques d'organes. Je vous ai dit, il y a des cibles privilégiées des hormones thyroïdiennes. C'est notamment l'appareil cardiovasculaire, l'os et le système nerveux. Donc, ce sont les organes privilégiés des hormones thyroïdiennes. Le système cardiovasculaire est très sensible aux variations, même minimes, des concentrations des hormones thyroïdiennes. Qu'est-ce qu'elles font ces hormones-là au niveau cardiovasculaire? Elles accélèrent la fréquence cardiaque, elles augmentent la vitesse de conduction et elles augmentent la force de contractilité. Donc, ce sont des effets sympathomimétiques. Donc, c'est une accélération cardiaque. Sur l'os, les hormones thyroïdiennes stimulent à la fois la synthèse et la dégradation de l'os. Sachant qu'à concentration élevée, c'est l'effet ostéolytique qui prédomine, donc ce qui explique une densité osseuse diminuée. D'accord? Donc les hormones thyroïdiennes font un équilibre, donc synthèse et destruction. D'accord? Mais si la concentration est très importante, c'est l'effet ostéolytique qui prédomine. Sur le système nerveux, les hormones thyroïdiennes agissent sur le système nerveux central et sur le système nerveux végétatif. Elles excitent alors l'état de la vigilance, elles accélèrent les réflexes osteotendineux et ils augmentent la motilité intestinale avec d'ailleurs un transit accéléré. La personne qui a une hyperthyroïdie présente des diarrhées, donc un transit accéléré. Sur le développement et la croissance, les hormones thyroïdiennes ont un rôle primordial, en particulier durant les premiers mois de la vie, sur le développement du système nerveux. Ils participent au mécanisme de maturation en favorisant la myélinisation des fibres nerveuses. Elles stimulent le développement de la croissance des axones et celui des dendrites. D'accord? Donc, il y a des actions sur le développement et la croissance, notamment le développement du système nerveux. Donc, tout déficit en hormones thyroïdiennes pendant la vie
intra-utérine entraîne un retard de croissance du cortex et du cervelet, chose qui est marquée par une diminution de la myélinisation et de la prolifération des axones et des dendrites, ce qui conduit donc à une arriération mentale si le déficit n'est pas reconnu et traité à la naissance. Donc on parle du crétinisme, donc c'est une arriération mentale suite à un déficit en hormones thyroïdiennes au cours de la vie intra-utérine. Sur la croissance, donc chez le fœtus et le nourrisson, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle fondamental dans l'apparition des points d'ossification et la croissance. Elles stimulent l'ossification et la croissance linéaire des os en présence d'hormones de croissance. Donc, c'est-à-dire les hormones thyroïdiennes font la même chose que la GH, donc ils agissent en synergie avec la GH. Voilà pour les actions des hormones thyroïdiennes. On passe à un autre chapitre. Il s'agit de la régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que la fonction thyroïdienne est régulée par le système hypothalamo-hypophysaire, mais également par les variations de l'apport de l'iode. Donc on sait que l'iode est très important, il est essentiel pour la biosynthèse. Donc les variations d'apport d'iode influencent le fonctionnement de l'axe thyroïdien. Commençons par le contrôle hypothalamo-hypophysaire. Vous savez que la glande thyroïde est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hormone hypothalamique, c'est la TRH, donc la thyrotropion releasing hormone, qui est synthétisée au niveau hypothalamique et puis libérée dans le système porte hypothalamo-hypophysaire pour se lier à des récepteurs qui sont situés au niveau des cellules thyreotropes de l'antihypophyse, ce qui conduit à la transcription des gènes codant donc pour la synthèse de la TSH. Sachant que la sécrétion de TRH est soumise à un rétrocontrôle, bien entendu, par la T3 libre, qui est la forme biologiquement active, ce qui diminue donc le taux hypothalamique de cette hormone. Il faut savoir également que l'exposition au froid, ainsi que l'effet des catécholamines centraux, l'hypothyroïdie, augmente le taux de la TRH. En plus de la TRH, il y a d'autres facteurs qui agissent sur de la TSH. La TSH, c'est l'hormone hypophysaire. Ainsi, la somatostatine, la dopamine et les glycocorticoïdes sont des facteurs inhibiteurs de la sécrétion de TSH. Mais il faut savoir que l'action stimulante de la TRH est prédominante par rapport à celle des facteurs inhibiteurs. C'est pour ça qu'il y a une libération de TSH. Maintenant, une fois libérée, la TSH, elle passe dans la circulation générale. Elle se lie à des récepteurs spécifiques sur les cellules folliculaires de la thyroïde et elle stimule la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, toutes les étapes de la biosynthèse sont stimulées par la TSH, depuis la captation de l'iode jusqu'à la libération de ces hormones. En retour, la TSH se trouve inhibée dans une boucle de rétrocontrôle par la T3 et la T4 libre après la conversion hypophysaire en T3. Inversement, donc un taux augmenté de la TSH se voit en cas de concentration circulante de T3 et T4 diminuée. Donc quand vous avez une hypothyroïdie primaire, c'est-à-dire périphérique, donc on a un manque d'hormones thyroïdiennes, automatiquement vous allez trouver la TSH augmentée. C'est l'ajustement de la sécrétion des hormones trophiques. La sécrétion de la TSH suit un rythme circadien, c'est-à-dire donc on a une différence de sécrétion au cours de la journée et au cours de la nuit. Le pic de sécrétion se trouve au moment de la nuit, donc c'est une sécrétion nocturne. Ça, c'est le contrôle par le système hypothalamo-hypophysaire. On a dit que l'axe est régi par l'hypothalamus et l'hypophyse, mais également par les variations de l'apport en iode. Ainsi, devant une carence iodée, donc si on a un manque d'iode, la glande thyroïde va faire des modifications dans le but de maintenir une sécrétion hormonale optimale. Alors pour cela, il va tout faire pour avoir suffisamment d'iode.
Donc, il augmente le captage de l'iode, il augmente l'efficacité de stimulation des différentes étapes de la biosynthèse par la TSH, donc c'est-à-dire il répond très très favorablement à la stimulation de la TSH. Elle modifie l'hormonosynthèse et il va orienter la formation et la sécrétion vers des mythes et de la T3 pour assurer une économie de l'iode. Donc, c'est-à-dire au lieu de synthétiser des dites qui nécessitent 2 molécules d'iode, elle va surtout synthétiser des molécules de mythe. Donc, et au lieu de synthétiser de la T4, elle va surtout synthétiser de la T3. Donc, c'est pour économiser l'iode et s'adapter au manque d'iode. Et il va voilà, diminuer la production de la T4. Ça, ce sont les mécanismes que la thyroïde mis en place face à un déficit en iode ou bien une réduction iodée. Maintenant, si la carence est complète, l'évolution se fait automatiquement vers l'hypothyroïdie. Ça, c'est le premier cas où il y a un déficit. Maintenant, devant une surcharge iodée, la thyroïde va réagir d'une façon contraire. Donc, l'organisme met en place des mécanismes visant à éviter l'hyperthyroïdie. Alors, il y a premièrement une diminution de la vascularisation thyroïdienne, donc on réduit l'irrigation de la thyroïde pour lui apporter moins de l'iode. On va diminuer le captage de l'iode, on va réduire la biosynthèse de la thyroglobuline, donc qui est le support des hormones. Et un autre point, c'est la diminution de l'organification de l'iode. C'est-à-dire, on n'incorpore plus l'iode sur la thyroglobuline. C'est ce qu'on appelle l'effet de Wolff-Chaikoff. C'est un phénomène autorégulé qui est indépendant de la TSH, c'est-à-dire il ne répond pas à la TSH. Donc, s'il y a un excès d'iode, automatiquement la thyroïde va réduire l'organification de l'iode. Et cette réponse-là apparaît lorsque l'iodémie est de 15 à 20 fois plus élevée que la normale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de Wolff-Chaikoff qui se fait indépendamment de la TSH. Donc, c'est une inhibition de l'organification de l'iode. Donc, on n'incorpore plus de l'iode dans la thyroglobuline. Donc, on bloque la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est un phénomène interne, autorégulé, indépendant de la TSH. Donc voilà une diapo qui récapitule la régulation. Vous avez l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Donc l'hypothalamus sécrète une hormone stimulatrice qui est la TRH, mais également la somatostatine qui inhibe la biosynthèse de la TSH. L'hypophyse, donc en réponse à ces hormones-là, libère de la TSH. La TSH agit sur des récepteurs au niveau de la thyroïde pour stimuler toutes les étapes de l'hormonosynthèse, donc aboutissant à la formation de la T3 et la T4 qui vont agir sur les organes cibles. Donc, quand on a un excès de T3 ou de T4, notamment la forme libre, donc il y a un rétrocontrôle négatif qui s'exerce sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. Quand on a un excès d'apport en iode, donc cela va inhiber l'incorporation de ce dernier sur la thyroglobuline, donc bloquant la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc c'est l'effet de Wolff-Chaikoff qui ne dépend pas de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il y a d'autres facteurs accessoires qui agissent sur la biosynthèse des hormones ou bien sur la disponibilité des hormones thyroïdiennes. C'est le froid et les catécholamines qui stimulent l'hypothalamus. Et on a la dopamine, les glucocorticoïdes qui, au contraire, ce sont des facteurs inhibiteurs. On termine par un mot sur l'exploration fonctionnelle de la thyroïde. Donc maintenant, vous connaissez les actions des hormones thyroïdiens. Donc, vous pouvez constater ou bien déduire les symptômes en rapport avec un manque ou un excès en hormones thyroïdiennes. Donc, ça, ce sont les signes de présomption qui nous orientent vers l'atteinte thyroïdienne. Une fois qu'on a ces signes-là, donc, on va les confirmer en faisant des épreuves statiques qui sont le dosage des hormones, le dosage de l'iode circulant et urinaire. Donc, on dose la T3 et la T4 libre. Donc, si les hormones sont augmentées, donc on parle d'hyperthyroïdie. Si elles sont diminuées, bien entendu, il s'agit d'une hypothyroïdie.
On peut doser la TSH. Si elle est normale, on est dans un cas de euthyroïdie. Si elle est diminuée, soit c'est une hyperthyroïdie basse, c'est-à-dire on a un excès des hormones périphériques qui par rétrocontrôle, donc on a réduit la sécrétion de TSH, ou bien au contraire c'est une hypothyroïdie haute, ça veut dire c'est l'hypophyse qui fait défaut, donc il ne synthétise pas de la TSH. Maintenant, si on trouve un excès de TSH, il s'agit au contraire d'une hypothyroïdie basse, c'est-à-dire il y a un manque d'hormones thyroïdiens. Donc, par conséquent, par rétrocontrôle, on a une élévation de la TSH. Ou bien, c'est une hyperthyroïdie haute, ça veut dire le problème vient de l'hypophyse qui synthétise d'une façon excédentaire de la TSH, donc c'est une hyperthyroïdie haute. Si la TSH augmente, donc on a dit c'est une hormone hypophysaire, donc c'est une hormone trophique, donc il va entraîner une hypertrophie de la thyroïde, ce qui donne place à un goitre par action trophique de la TSH. Ça, ce sont les épreuves statiques. Pour les épreuves dynamiques, on peut réaliser des tests de stimulation à la TRH, des tests de stimulation à la TSH ou bien au contraire un test de freinage par la T3. Je vous remercie.